Hello tout le monde et bienvenue à bord de l'Arche des Brumes. Je vous retrouve aujourd'hui pour commencer un vlog un peu spécial puisqu'on va faire un 7 jours, 7 livres, vous l'aurez vu dans le titre normalement. C'est un concept que j'aime beaucoup regarder, c'est un concept que j'ai déjà tenté de faire sur la chaîne et je ne sais plus pour quelle raison j'avais dû arrêter en cours de route et du coup cette vidéo n'a jamais vu le jour. Mais là je suis encore en vacances. Lire, chiller, j'ai plein de choses de prévues à côté bien sûr, mais je vais quand même essayer de profiter de mon temps libre et toute seule, notamment sur Rennes, pour vous proposer ce contenu là que j'aime beaucoup. Alors aujourd'hui on est le jeudi 31 août, il est 11h30 je pense, 11h33. Je viens d'aller chercher Clover, puisque j'étais sur Grenoble pendant une petite semaine, je suis rentrée hier soir parce que j'avais ma soutenance de fin d'études. J'ai fini mes études. C'est bizarre de dire ça, c'est très bizarre de dire ça, mais j'ai fini mes études, donc j'avais ma soutenance lundi, ça s'est très bien passé. J'attends encore les résultats, mais normalement ça va le faire, donc je suis très contente, bien sûr. J'en ai profité pour passer un petit peu de temps avec ma famille sur Grenoble aussi, et je suis rentrée donc hier soir, et pendant ce temps-là, ma petite Clover était dans sa famille d'accueil de l'association, qui l'adore, qui avait envie de la revoir, donc elle est allée passer des petites vacances chez eux. Hein ma poulette, c'était bien les vacances ? Voilà, donc je l'ai récupérée ce matin. Donc ce matin, j'ai pas encore pu faire beaucoup de choses parce que je m'occupais de la mistinguette. Elle est contente de revenir. Elle m'a fait un petit peu la tête en arrivant, mais là, elle me colle et elle reprend ses bonnes et ses mauvaises habitudes dans l'appartement. Je comptais commencer le vlog aujourd'hui parce que hier, j'étais évidemment en transit, donc ce n'était pas possible. Par contre, en réalité, j'ai commencé le challenge sans vraiment le vouloir dès hier. Faut savoir que pour faire Grenoble-Rennes en train, c'est un trajet qui est assez long, toute proportion gardée bien sûr, on reste en France, 1h30 de TER et 4 heures de TGV, normalement. Donc ça me fait quand même du temps en général pour avancer mes lectures. Clover, descends de là. Descends de là, chouchou. Allez. Donc qui dit du temps de train dit qu'on peut avancer dans ses lectures, pour ma part en tout cas, puisque j'arrive à lire dans le train. Donc j'avais une lecture en cours dans le train hier, c'était celle-ci, Demain et demain et demain, de Gabriel Zevin, je pense. C'est une belle pavasse qui m'a accompagnée sur toute la semaine où j'étais à Grenoble, et je l'ai terminée dans le train hier, il me restait 75 pages à lire. Donc je l'ai terminée à la moitié du trajet de TGV, donc il me restait encore à peu près 2h30 avant d'arriver à Rennes. J'avais été assez intelligente pour prévoir ma liseuse, quelle bonne idée, et j'ai donc commencé un nouveau livre que je savais pouvoir lire assez rapidement pour justement qu'il n'empiète pas sur le challenge. Et en fait, il m'a un peu imposé de commencer le challenge immédiatement puisque je l'ai lu dans la soirée. Bon, rien de très étonnant, c'est une new romance, ça se lit extrêmement vite, et j'ai donc lu le premier tome de London and Shay de Brittany Sitchery qui faisait 460 pages. J'ai donc lu la moitié dans le train et la moitié en arrivant chez moi. Je l'ai terminé assez tard, mais c'est pas grave. Donc je l'ai lu très rapidement, donc je considère pratiquement que j'ai réussi mon premier jour de challenge, même si je ne comptais pas commencer mon challenge hier. C'est le destin, c'est le destin. Bon, alors dans cette histoire, je vous en parle très rapidement. Si vous connaissez les romances de Brittany Sitchery, elle découpe toujours ses histoires en deux parties. Une première partie pendant la jeunesse des personnages, et une deuxième partie plus tard, dans leur vie d'adulte. Avec London and Shay, en fait, elle a fait carrément un diptyque, et donc ce premier tome, c'était vraiment la partie jeunesse, et le deuxième tome est la partie adulte. En général, j'apprécie toujours les parties jeunesse dans les romans de Brittany Sitchery. C'est toujours les parties que je préfère. Avec Eleanor and Gray que j'avais lu en juin, c'était la même chose.
Pour celui-là, je pense que ça ne fera pas exception à la règle puisque j'ai beaucoup aimé cette partie jeunesse. Je l'ai trouvé, alors forcément toujours un petit peu cliché dans les schémas. Brittany Setchery a tendance à quand même globalement reproduire un petit peu certains schémas dans ses histoires. Pour autant, celui-là m'a beaucoup touchée de par les thématiques qu'il aborde. J'ai aussi apprécié le fait qu'il a cette fameuse règle des 80% où il va y avoir un énorme plot twist, où les deux personnages vont se détester tout d'un coup. Il y a un peu cette règle-là qui est dans pratiquement toutes les romances, mais je trouve que l'autrice a eu l'intelligence de mettre un personnage féminin justement assez intelligent pour ne pas tomber dans le drama. Et en fait, c'est un personnage qui certes va être blessé par ce qui se passe, mais en même temps elle sait se remettre en question aussi, et on n'est pas sur un drama qui reste pendant des pages et des pages et des pages, c'est plutôt bref, et j'ai apprécié cet aspect-là. J'ai beaucoup aimé les thèmes qui sont abordés, on parle de dépression, on parle de deuil, on parle d'addiction aussi. Il y a quand même un aspect assez dramatique, hein, comme dans beaucoup de romances de ce genre, mais ça reste une agréable lecture que j'ai évidemment dévorée. Et donc je pense que ma lecture de aujourd'hui sera donc le tome 2, comme ça je les enchaîne et je termine une saga en fait, puisqu'on considère, en tout cas dans mes règles de saga, que les diptyques sont des sagas à part entière. En sachant qu'il est légèrement plus court que le tome 1, en sachant que j'ai lu le tome 1 en une soirée, je pense que je n'aurai pas beaucoup de mal à lire le tome 2 aujourd'hui. Je vous retrouve quand j'ai un petit peu plus de choses à vous dire au sujet de ma lecture d'aujourd'hui et que je compte bien avancer. Et puis ensuite on se retrouve tous les jours pendant une semaine pour connaître mon avancée sur mes lectures et puis quelques petites activités annexes puisque comme je vous l'ai dit, j'ai pas mal de choses à faire dans les prochains jours, dont quelques petites choses assez intéressantes. Bon, je vous retrouve plus tard, il est 17h09 et j'ai bien avancé dans ma lecture puisque je suis arrivée à la page 291, il en fait 431 je crois. Donc il me reste 140 pages. Autant vous dire que ça semble plutôt bien embarqué pour ce deuxième jour de challenge. Clover est en train de s'amuser à faire tomber toutes mes pop. J'étais censée tourner une vidéo aujourd'hui, la vidéo pour vous de la semaine dernière, mais il a fait très moche et surtout je n'avais pas terminé ma lecture alors que je voulais faire mon bilan du mois d'août, donc il est possible qu'elle arrive en retard, mais bon, vous l'aurez déjà vu d'ici là normalement. Elle a réussi à la faire tomber. Bon, c'est pas grave, j'espère qu'elle l'aura surtout pas cassée, mais si jamais je n'arrive pas à tourner de vidéo ce soir, il faudra que je le fasse impérativement demain assez tôt pour pouvoir la monter rapidement, parce que demain après-midi à partir de 13h30 je suis prise et je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais peut-être que ce sera assez long. Vous verrez très vite pourquoi. Je vous emmènerai avec moi dans cette petite activité. Bon, ça y est, il est 18h30 et je vous retrouve pour vous dire que j'ai terminé ma lecture du jour. Je l'ai lu extrêmement vite, tout comme le premier tome hier, de sorte que je ne vais peut-être pouvoir faire autre chose de ma soirée que de lire, contrairement à hier où j'ai vraiment fait que ça. On va pas se mentir, c'est quand même des lectures qui se font très rapidement, même s'ils font tous les deux autour de 450 pages. Ça se lit très bien. En termes de plume, on est vraiment sur quelque chose d'ultra simple et fluide. Et pour autant, j'ai vraiment apprécié cette duologie. Je trouve que c'est l'une des meilleures de Brittany Setchery dans le sens que elle est plus développée, tout simplement. D'habitude, Brittany Setchery écrit des one-shots. Et là, elle a décidé d'écrire un diptyque sur cette histoire et je trouve que ça n'en est que plus intéressant à suivre puisqu'on a vraiment un développement qui me manque un petit peu dans ces autres livres. Pour Eleanor Ann Gray, dont je vous ai parlé dans le bilan du mois de juin, j'avais trouvé que le tout était assez précipité. Même si le tome faisait quand même plus de 500 pages, c'était assez précipité. Là, on a le droit à peu près 900 pages et forcément, on a quelque chose de plus développé. Ça reste une new romance avec ses codes, ses schémas, donc il ne faut pas s'attendre à autre chose qu'une new romance assez classique. Pour autant, c'est une lecture qui se dévore, c'est une lecture qui nous permet de débrancher un petit peu le cerveau aussi, tout en nous proposant des thèmes qui sont assez importants. Notamment, le thème prédominant, c'est vraiment la dépression dans cette duologie. Je dirais pas que je suis particulièrement attachée
à la narration de ce récit, mais c'est vraiment chouette de pouvoir suivre ces personnages que j'avais déjà beaucoup appréciés dans le premier opus du cycle. Si jamais vous appréciez les new romances, et en particulier celle de Brittany et Cherry, je vous recommande vraiment de découvrir ce diptyque, qui est somme toute très plaisant à découvrir bien sûr. C'est pas des livres que je qualifierais de coup de cœur, parce que il me manquera toujours cette étincelle d'un point de vue de la plume, et que globalement ce ne sont pas les schémas qui me plaisent le plus en littérature, mais je passe toujours un très bon moment de lecture avec cette autrice et je suis contente d'avoir enfin découvert cette duologie qui traînait dans ma pile à lire depuis un petit moment. Donc pour le moment, 2 jours, 2 livres. Je suis assez fière de moi, ça commence plutôt bien. Bon, c'est ça que j'adore avec les vlogs, c'est le côté rocambolesque que l'on peut ajouter à une petite vidéo sympathique. 23h20 et je viens de prendre ma douche, comme vous pouvez le constater, mais je suis allée prendre ma douche directement après avoir terminé le montage de la vidéo que vous avez eue la semaine dernière, que j'ai tournée à 19h30, comme j'ai tourné pendant 45 minutes parce que je suis quelqu'un d'excessif dans la vie, je me suis mise à la monter qu'à partir de 20h30 à peu près. Et de 20h30 à 22h30, j'ai monté la vidéo, j'ai revisionné la vidéo pour vérifier s'il n'y avait pas de bug. Et là je suis en train de l'exporter, donc je n'ai pas encore fini ma journée, je n'ai pas encore mangé. Tout ça pourquoi ? Parce que j'ai eu l'outrecuidance de vous promettre une vidéo demain à 8h. Bon, je vous retrouve en ce vendredi matin, nous sommes le 1er septembre. C'est le premier update de la journée parce que je me suis couchée donc à 7h pour la vidéo de ce matin. Ça m'a pas empêché de me réveiller très tôt, puisque on ne se refait pas. Voilà, donc j'étais réveillée à 7h. J'étais pas très contente d'être réveillée à 7h, donc j'ai essayé de me rendormir en vain. Mais malgré tout, ça m'a un peu traîné toute la matinée. Donc je n'ai pas été très productive, mais c'est pas grave. Il faut aussi se permettre quelques demi-journées tranquilles et chill. Surtout, vu ma journée d'hier qui était pour le coup très productive. Je venais vous parler de ma nouvelle lecture pour ce jour. Il s'agit d'une toute récente sortie de chez Flammarion Jeunesse. En fait, je sais même pas s'il est déjà sorti. Je pense qu'il sort en septembre. Je vous remettrai la date ici, parce que je vais aller vérifier. Mais en tout cas, je suis en train de lire Rita de Marie Pavlenko. Marie Pavlenko qui est une autrice que j'adore, que j'avais particulièrement aimée dans ses 2 romans, un petit peu dans la même veine, Je suis ton soleil et Ainsi petit oiseau. Donc comme Rita a l'air de s'inclure dans cette même charte graphique, en tout cas au niveau de la maison d'édition, j'espère l'apprécier autant. Pour le moment, j'ai pas beaucoup avancé, je suis à la page 39. Je pense que j'ai pris un peu la confiance, puisque comme j'ai réussi à lire mon roman assez rapidement hier, mine de rien, et celui du jour précédent aussi, là je me suis dit, oh, tranquille, j'ai le temps. Mais avec l'activité que j'ai cet après-midi, je n'aurai pas le temps de lire, donc je le lirai ce soir. Voilà, donc pour le moment je peux rien vous en dire, je vous en parlerai quand j'aurai plus avancé. Et là donc je me fais chauffer de l'eau pour mes pâtes, et je dois partir d'ici 1 heure de chez moi. Je vous emmène avec moi dans l'activité de cet après-midi. Sachez que en ce moment, je suis en train de découvrir pour la première fois la série Gilmore Girls. Voilà, il y a une première fois à tout. En 2023, on découvre Gilmore Girls qui date d'il y a 23 ans. Voilà. Je pense que ça vous donne peut-être un petit coup de vieux de savoir ça, mais oui, le premier épisode était sorti en l'an 2000. Gilmore Girls, c'est vraiment la série de l'automne pour tout le monde. Donc je me suis dit, on arrive en septembre, on va regarder cette série dont tout le monde parle. Et franchement, je suis en train de finir la saison 1 là-bas. D'ailleurs, je vais regarder le dernier épisode en mangeant. Et je suis agréablement surprise parce que je trouve que malgré le fait que ça ait quand même 23 ans, c'est pas si mal en termes de réflexion, de thème. Alors forcément, il y a toujours des choses à redire, parce qu'en 23 ans, on a quand même évolué. Et j'aime beaucoup la dynamique entre Lorelai et Rory. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous regardez Gilmore Girls. Parce que je sens qu'il va y avoir des fans. Ça y est, je vous retrouve chez moi. Il est
je ne sais même pas quelle heure, 16h quelque chose, 16h19. Voilà, je pense que vous l'avez constaté dans les précédents rushs, si j'ai réussi à faire ce que je voulais, normalement j'ai réussi à faire des petites vidéos avec mon téléphone. Aujourd'hui c'était mon deuxième tatouage. Voilà, j'avais fait le premier l'an dernier, c'était celui-là. Qui a une signification dont j'ai pas envie de parler sur les réseaux sociaux, mais en tout cas c'était mon premier tatou qui a eu 1 an le 19 août. Et donc j'avais celui-là qui était prévu depuis quelques mois maintenant, puisque la tatoueuse chez qui je suis allée aujourd'hui est assez prisée. Donc là par exemple elle est bookée jusqu'en décembre je crois. Bref, en même temps ça m'étonne pas, elle fait un travail juste incroyable, en plus d'être une personne absolument formidable, hyper gentille. Donc aujourd'hui c'est la fin de mon contrat d'alternance. Vraiment, le 1er septembre, c'était la fin de mon contrat, c'est mon dernier jour. Vous me voyez pas au travail puisque je suis en congé, mais c'est mon dernier jour. Et donc je trouvais ça particulièrement symbolique de faire ça aujourd'hui parce que la jacinthe, qui est donc la fleur qui est représentée sur le tatouage, si jamais, c'est ma fleur préférée. Et c'est la fleur que ma maman m'offrait quand il y avait une réussite, quand c'était le printemps, quand j'allais pas très bien justement. Enfin voilà, il y avait plein d'occasions pour lesquelles ma maman m'offrait des jacinthes parce qu'elle sait que j'adore ça. Et donc cette jacinthe que je me tatoue pour l'éternité, c'est un moyen de me féliciter moi-même. Parce que oui, self-love, on est là. Pour cette fin d'études, j'ai fini mes études. C'est un truc de fou. Et en particulier, j'ai fini mon alternance. Ça fait bientôt 3 ans que je suis en alternance. J'avais commencé en décembre 2020. Et là, c'est fini. Franchement, ça n'a pas été de tout repos. Il y a eu des hauts et des bas. Beaucoup de bas ces derniers temps. Donc c'est pas forcément évident de tenir le choc sur les derniers mois en particulier. Et j'ai réussi. C'est mon cadeau de moi à moi. Vous allez me dire, c'est bizarre de se faire un cadeau qui fait mal. On va parler, vous et moi, en parfaite sincérité. On va pas dire que ça fait du bien de se faire tatouer. Enfin, en tout cas, voilà, on va pas se mentir, c'est pas très agréable. Mais je dirais pas que ça fait mal. Après, je sais qu'on a tous des résistances à la douleur différentes. Donc voilà, ma vérité n'est pas forcément la vérité de n'importe qui. Mais pour ma part, quand j'avais dit que je faisais un tatouage en couleur à mon entourage, en tout cas aux personnes avec qui j'en ai parlé, tout le monde m'a dit « Mais tu vas avoir trop mal du remplissage en couleur et tout. » Et déjà pour celui-là, franchement, ça avait été cette partie-là, on va dire. Cette partie-là est un peu plus douloureuse et comme j'avais un peu du remplissage noir, j'avais un peu plus serré les dents, surtout au moment de la retouche, parce que la retouche, c'est réouvrir quelque chose qui vient à peine de se cicatriser, donc forcément, ça fait pas du bien. Et franchement, ça avait été pour là. Je me faisais aucun souci pour celui-là, mais vraiment, je suis arrivée en mode total chill sur ce tatouage-là, puisque une fois que tu l'as fait une fois, je pense que t'es capable de le refaire. Surtout quand ça s'est bien passé la première fois. Au début, elle a fait des contours en noir pour pas perdre les traits, et ensuite elle a commencé à remplir. Forcément, quand elle recommence à tatouer, le corps, du temps qu'il se réhabitue à la gêne, t'as forcément un peu plus mal, je trouve, que par la suite. Une fois que ton corps s'est réhabitué, franchement, ça va. Franchement, ça va. Je vous avoue qu'au bout d'un moment, j'étais juste sur mon téléphone en train de faire ma vie, elle faisait la sienne, et en fait, je sentais presque plus rien parce que j'y accordais pas d'importance, quoi. En même temps, ça a été très rapide. Franchement, je m'attendais à ce que ça prenne beaucoup plus de temps. Au final, elle a fait ça tellement rapidement, j'étais impressionnée. Elle a commencé à tatouer vers 13h55, je pense, 14h. Et elle a fini à 15h15, 15h20. Donc impressionnant. Enfin, franchement, je m'attendais pas à ça. Surtout qu'elle a utilisé 10 couleurs différentes. Ça prend du temps, puisqu'il faut à chaque fois qu'elle revide l'aiguille, qu'elle remette la nouvelle couleur. Donc ça prend du temps sur le temps global du tatouage. C'était une très belle expérience. Et pour le prochain projet, qui sera pas tout de suite, hein, clairement, mais je suis en train de l'imaginer un peu dans ma tête puisqu'il sera en rapport avec les livres. Je sais depuis le début que je veux faire un tatouage en rapport avec les livres. Il est en train de se construire petit à petit. En tout cas, je sais que pour le prochain, j'irai la voir elle. Parce que déjà ça l'attente, j'en ai parlé, ça l'attente. Puis elle a fait juste un travail incroyable. Bref, j'arrête de parler de ça, mais en tout cas j'avais envie de vous faire un petit retour parce que mine de rien, c'était l'une des activités phares de ma semaine. Et je suis trop contente. Trop contente. Bref, j'ai pas du tout avancé dans Rita parce que je l'ai pas apporté avec moi, je me voyais pas trop lire pendant qu'elle tatouait. Enfin, en plus, ça aurait pas été très pratique parce que j'avais un peu la tête en arrière. Enfin, on se met toujours dans des positions particulières pour que le tatoueur puisse tatouer. Donc j'aurais pas pu lire. Du coup là je vais m'y remettre. Je vais peut-être me faire une petite boisson chaude. Bon par contre j'ai pris trop la confiance aujourd'hui. Il est 21h41. Je suis à la page 64. Il me reste donc 2h19 pour terminer ma lecture.
J'ai dit 10h, 2h19, en réalité il faudrait que j'aille me coucher plus tôt que ça, puisque je me suis couchée un petit peu tard hier à cause de la vidéo, et je ne sais pas dormir le matin. Sauf quand ma sœur m'attend à la gare. Mais ça, vous pouvez pas comprendre si vous n'avez pas regardé le dernier vlog. Bref, donc là, faut que je rush en fait, si je veux pouvoir le terminer avant de dormir. Ça va le faire. C'était affreux. C'était affreux. Bon, je vous retrouve à tête plus reposée. Il est 8h15. On est donc samedi matin, le 2 septembre. Il faut que je vous fasse un retour sur ma lecture d'hier que j'ai donc terminé, même si il était un petit peu tard. Je crois que je l'ai terminé à minuit 25. Mais je l'ai terminé. Yes. Donc pour le moment, on est à 3 jours, 3 livres. Je vais vous parler aussi de ma toute nouvelle lecture et ensuite il faudra que je me prépare parce que je vais pas être beaucoup chez moi aujourd'hui. J'ai l'un de mes collègues qui part à la retraite, qui est parti à la retraite depuis le début juillet, mais là il organise une fête pour son départ à la retraite. Je vais aller à la fête, je leur ai promis que j'arrivais dans la matinée en plus pour les aider à installer, donc faut que j'y sois pour 10h30, 11h quoi. Voilà, donc ça va me permettre d'avoir un petit temps calme quand même avant de partir. J'ai déjà pris ma douche, je me suis déjà habillée, donc j'ai encore un petit peu de temps devant moi. Mais ensuite, je sais pas quand est-ce que je vais rentrer en fait, parce que je les connais. On va jouer les prolongations, c'est sûr et certain. Donc on verra à quelle heure je rentre. Je me suis du coup choisi une lecture qui va se lire assez rapidement, j'espère. Je vais commencer par vous parler de Rita. J'ai lu les 230 dernières pages d'une traite. Hier soir, quand je vous ai pris vers 22h, j'étais à la page 60 quelque chose. Il me restait donc 240 pages même. On peut pas lui retirer le fait que c'est très addictif et que surtout on a très envie de connaître le dénouement final. Mais par contre, je vous préviens tout de suite, avant même de vous donner mon avis, c'est vraiment affreux. Alors, pas dans la qualité du livre, parce que c'est à mon sens un bon livre, mais par contre le thème qui est abordé est vraiment très difficile à mon sens, et ouais, je m'y attendais au cours du récit, mais par contre, en ouvrant le livre, je m'attendais pas du tout à trouver cette thématique-là. C'est important qu'elle existe. Si jamais vous avez envie que je vous donne les trigger warnings, n'hésitez pas à venir me voir en message privé sur Instagram ou à m'envoyer un mail si jamais vous n'avez pas Instagram pour qu'on en discute. Mais effectivement, on est sur des thèmes assez compliqués. Pour vous poser un petit peu le décor de ce roman, on est sur un récit à multiples points de vue dans lequel on va suivre plusieurs adolescents, 18 ans, donc des jeunes adultes même, qui vont nous dépeindre leur année de terminale. Parce qu'il s'est passé quelque chose en avril, on le comprend au fur et à mesure du récit, quelque chose qui a un rapport avec le personnage de Rita, qui était une nouvelle élève cette année-là, et ils vont donc dépeindre la personne qu'elle est, ou qu'elle était, parce qu'on ne sait pas du coup au début si elle est encore en vie, ou si justement l'événement sait qu'elle n'est plus là pour en parler, on ne sait pas trop au début. Et du coup, on va suivre donc les amis qu'elle se fait, les connaissances avec lesquelles elle va interagir au cours de l'année pour comprendre ce qui a pu arriver. Donc on va suivre Vigo, on va suivre Timur, Roman, Lena, leur professeur de philosophie aussi, et je pense que j'en oublie peut-être. En tout cas, on suit divers personnages qui vont avoir eu un impact dans la vie de Rita, et au fur et à mesure, tout va se détricoter pour que l'on comprenne ce qui s'est passé. Ça se passe sous la forme d'interviews, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment où sont les adolescents et les intervenants qui vont raconter l'histoire, mais a priori ils sont dans un endroit avec des personnes avec qui ils les interrogent, donc il y a un enregistreur a priori, et on n'a que les réponses que ces personnes interviewées vont donner à l'enregistrement. On ne sait pas trop si c'est la presse, si c'est la police, on ne sait pas du tout. Mais en tout cas, on va suivre donc ces interactions. Au fur et à mesure, on va voir se dessiner un tableau de Rita et de leur groupe d'amis d'une façon générale. On va parler de précarité dans ce roman, notamment. On va parler beaucoup de deuil. On va parler d'une jeune fille qui, dans le cadre familial, se retrouve avec une responsabilité qu'une jeune fille de 16 ans ne devrait pas avoir. Et c'est un petit peu toute la descente aux enfers qu'elle va connaître cette année-là des suites de la perte dans leur famille et globalement de leur contexte familial. On va aussi avoir un portrait qui va être dépeint de chacun des personnages qui interagit dans le roman, puisque
comme ils racontent leur histoire, ils vont forcément inclure un petit peu de leur personne dans les réponses. Donc on apprend aussi un petit peu à les connaître, mais globalement le fond de l'histoire c'est vraiment Rita, son histoire avec Vigo, son amitié avec Roman, la relation qu'elle va entretenir avec Timur aussi, qui est un garçon un peu décalé, un peu déjanté. C'est un livre qui ne m'a pas convaincue dans les 100 premières pages. Parce que j'étais assez peu réceptive à la manière dont les récits étaient narrés. Je trouve qu'on manque un petit peu de crédibilité dans la narration, quand on sait que ce sont des jeunes gens de 18 ans, pour la majorité, qui racontent leur histoire. Je trouve que c'est un petit peu en décalage avec la réalité. Après, quel roman ne l'est pas ? Globalement, un roman n'est pas fait pour coller 100% avec le langage parlé des jeunes, et globalement d'ailleurs de n'importe qui. Donc à la limite, je m'y suis faite, on va dire, et puis en plus la plume est tout sauf désagréable, hein, j'aime beaucoup la plume de Marie Pavlenko, mais on va dire que dans ces 100 premières pages, ça m'a un petit peu dérangée, et je savais pas trop où on allait, je savais pas trop vers quelle thématique surtout on allait se diriger, et j'avoue qu'au début ça m'a fait un petit peu peur. Voilà, parce que la thématique de la précarité, je trouve qu'elle est difficile à traiter. Au final, je dirais pas que je suis contente de la thématique qui est abordée, parce que c'est trop horrible pour que je puisse dire ça, mais je suis contente que cette thématique existe en littérature, et surtout je pense que ça dépeint une réalité qui existe dans le monde, et qui est tabou, clairement, je pense qu'on n'en parle pas du tout assez, donc je suis très contente que ce livre voit le jour, mine de rien. Il fait à peine 300 pages, 297, donc c'est le genre de roman que vous pouvez lire d'une traite, si vous avez envie de connaître le format de l'histoire. Il y a une tension et un suspense qui est mine de rien assez bien mené, donc je vais vous laisser avec cet avis-là, parce que je pense pas qu'il y ait besoin de trop en dire, pour vous donner encore peut-être un peu plus envie. Encore une fois, n'hésitez pas à venir me voir si vous avez envie d'être spoilé entre guillemets sur la thématique principale, si vous avez peur des trigger warnings, mais je pense que c'est un bon livre qui a le mérite de se démarquer dans le paysage de la littérature adolescente à l'heure actuelle. Donc merci Marie Pavlenko, merci Flammarion Jeunesse. Il se place pas du tout au niveau de Je suis ton soleil et de Ainsi petit oiseau dans mon cœur, parce que ces deux autres livres m'ont vraiment marqué et beaucoup plus convaincue dès le départ. Celui-là a eu quand même un petit temps d'adaptation avant de me plaire à 100%, mais vraiment il est important. Donc je suis ravie d'avoir pu le découvrir et de vous en faire part aujourd'hui. Maintenant on va parler très rapidement de ma nouvelle lecture du jour. C'est une collection de feuilletons, là déjà vous savez ce que c'est, qui était sortie dans les années 80 je crois aux États-Unis, en 6 tomes, donc je commence une nouvelle saga, mais comme c'est des petits tomes, j'espère que je pourrai les lire assez rapidement. Je me lance enfin dans Blackwater de Michael McDowell. On est sur un petit format, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ils sont très très petits, c'est écrit assez aéré, et je sais que toutes les personnes qui se lancent dedans arrivent à les lire très rapidement. Donc j'espère que ce sera mon cas aussi. Ces éditions sont de toute beauté, et encore le tome 1 n'est clairement pas mon préféré. Je crois que je préfère le tome 4 peut-être. Je n'ai que le tome 1 et le tome 2 dans ma pile à lire, mais si jamais j'arrive à lire les deux pendant le challenge, ce qui est un petit peu mon but, hein, j'essaierai de lire le tome 2 demain, j'irai m'acheter la suite pour pouvoir continuer et ne pas avoir une saga en cours l'été prochain. C'est un peu l'objectif. Donc je vous en reparle ce soir, j'espère pouvoir bien l'avancer ce matin avant de partir. Bon ça y est, je vous reprends. Hier ça a été un énorme fail, bien sûr. Nous sommes dimanche le 3 septembre. Peut-être midi et demi à peu près je pense. 44 déjà. Bon. J'avais l'intention de terminer ma lecture d'hier ce matin. Parce que oui, je n'ai pas tenu mon challenge pour le 4e jour, puisque je n'ai pas du tout terminé ma lecture hier, donc le Blackwater, le tome 1. Je suis partie de chez moi vers 11h et je suis rentrée à 22h45. Donc je me suis couchée immédiatement et je n'ai pas du tout avancé. Je n'avais lu que 50 pages le matin, donc il me restait 200 pages à lire. Je les ai lus. Je viens de terminer du coup ma lecture d'hier, donc il me reste toute l'après-midi, toute la soirée pour lire mon livre d'aujourd'hui. On verra si ça passe. Je voulais vous faire un petit retour du coup sur ma lecture de ce premier tome. J'ai bien aimé, mais sans plus. J'ai globalement apprécié l'ambiance et le côté un petit peu surnaturel qui est instillé dans le récit, mais j'avoue qu'il y a
plusieurs aspects qui m'ont moins plu. On est sur un récit qui se déroule pendant les années 1919, 1920, 1921 à peu près. Et on va suivre du coup une ville qui s'appelle Perdido, qui est encerclée par une rivière, et dans ce premier tome, au tout début, il y a une immense crue qui inonde complètement la ville, de sorte que toutes les maisons sont complètement détruites, ou en tout cas complètement inondées, et que les habitants ont été forcés de s'exiler dans les hauteurs, et notamment au niveau de l'église. Donc on va suivre ce village, cette ville, autour de cette crue au départ, sauf que il y a quelque chose de bizarre qui survient, c'est qu'il y a une femme qui apparaît 4 jours après la crue, je crois, que l'on retrouve dans un hôtel de la ville, donc un hôtel qui est inondé, et on retrouve cette femme qui n'a pas l'air particulièrement en mauvaise santé malgré le fait qu'elle ait passé 4 jours dans une inondation. Personne ne la connaît, on ne sait pas trop d'où elle vient, mais elle va rester à Perdido même après la crue, quand ils commencent à reconstruire la ville, et finalement elle va s'immiscer dans les affaires de la ville et faire comme si c'était une résidente de Perdido depuis très très longtemps. Donc il y a un aspect surnaturel autour de cette femme en particulier, mais globalement de plusieurs aspects différents aussi. Comme on est dans les années 1920, forcément on a des problématiques inhérentes à cette époque-là, et c'est peut-être ce qui m'a le plus dérangé, on va dire. Bien sûr, on est aux États-Unis dans cette période-là, et il y a vraiment une distinction raciale très très importante, et bien sûr une distinction dans les genres. Bien sûr, ça a été écrit dans les années 80 je crois, donc il y a aussi une réflexion autour de ces questions-là, mais c'est vrai que ça me met toujours mal à l'aise de lire ce genre de récit, même si c'est historique, etc. C'est vrai que ça me met toujours assez mal à l'aise de lire ça, et je pense que c'est ce qui m'a un petit peu dérangée avec ce premier tome. Pour autant, j'ai trouvé que l'ensemble se tenait plutôt bien. Je reste assez curieuse de savoir jusqu'où ça va nous mener en termes de surnaturel et de fantastique, parce qu'il y a quand même anguille sous roche, hein, clairement, tout ce qui se passe assez mystérieux et assez bizarre. Donc je suis assez curieuse, mais en même temps, c'est pas la saga où j'ai envie de me dire que je vais me jeter sur la suite. Voilà. Je pensais lire le tome 2 cet après-midi, et pour le moment je suis pas convaincue que finalement c'est ce que je vais faire, parce que je sais pas si c'est ce que j'ai envie de lire là tout de suite. Voilà, donc je vais réfléchir, là je vais manger en regardant Gilmore Girls bien sûr, et puis je vais me décider sur ma prochaine lecture, en sachant que j'avais plein d'idées de romans à lire dans le cadre du challenge, donc si je ne lis pas le tome 2 tout de suite, ce n'est pas très très grave. Bon, c'est parti pour un nouvel update un peu plus tard, on est toujours dimanche, et j'ai choisi et largement bien entamé ma nouvelle lecture. Il est 18h quelque chose, 34 déjà, 18h34. Ça passe vite, ça passe tellement vite. Surtout quand on est en train de lire un super bon livre, comme Les Jumeaux Croche-Mort de Cassandra O'Donnell. Je l'ai reçu de la part de Flammarion, comme Rita. Je suis déjà à la page 201. Voilà, ça correspond à ça. Donc je viens de dépasser la moitié, il doit faire 377 pages, je crois. Je suis au chapitre 17 et je prends un immense plaisir à découvrir ce bouquin. Ce sera un premier tome a priori, il s'appelle La Malédiction, donc une nouvelle saga. J'aime beaucoup, alors déjà j'adore les histoires de jumeaux en général, ça c'est mon petit côté gémeaux justement. J'en mets toujours dans mes propres livres. Je me suis rendu compte de ça en fait assez récemment, je mets toujours des jumeaux dans mes histoires. Bref, donc déjà, rien que ce fait-là me donnait quand même plutôt envie de découvrir cette histoire. Et en plus, j'adore la couverture que je trouve magnifique. Je sais pas si vous voyez, mais il y a beaucoup de vernis sélectif. Ça rend un effet magnifique. Il y a un petit embossage au niveau du titre. Je trouve l'objet livre très très sympa. Donc forcément, ça donne encore plus envie. Et puis l'ambiance de la couverture, alors ça fait plus Halloween hein, que le plein été. Enfin, cela dit, on est en septembre, donc on s'approche tout doucement d'Halloween quand même. En tout cas, ça me donnait un peu une vibe à la Mercredi Adams. Et dès le début, je me suis dit, ok, ça va être trop bien. On va suivre du coup les jumeaux Croche-Mort, hein, donc Auriel et Silence Croche-Mort, qui sont orphelins et qui vivent depuis 1 an dans une famille d'accueil, puisque dans le processus judiciaire, ils n'ont jamais trouvé quelques parents que ce soit à ces orphelins, donc ils ont atterri dans une famille d'accueil. Mais l'histoire commence un jour où, justement, la dame qui s'occupe d'eux aux services sociaux
leur annonce qu'ils ont retrouvé leurs grands-parents paternels et que les grands-parents ont demandé à avoir leur garde et qu'ils vont donc être envoyés chez leurs grands-parents qu'ils ne connaissent absolument pas. Donc ils y vont, forcément ils sont un petit peu obligés, et puis ils arrivent dans une ville très très bizarre, très étrange, où les gens sont assez bizarres, où il y a un petit peu de la brume de partout. Ils vont vivre dans un grand manoir très sombre, et ils vont rencontrer du coup leurs grands-parents qui sont également des gens très bizarres. Donc ça vous donne vraiment une ambiance un peu spooky, comme on pourrait vraiment beaucoup aimer à la période d'Halloween. Donc comme ça approche, je pense que c'est chouette que je vous en parle maintenant. Franchement, c'est une très très belle découverte pour le moment. J'aime beaucoup la dynamique entre le frère et la sœur, que je trouve vraiment très très mignonne. J'adore les relations frères-sœurs comme ça, aussi fusionnelles presque. C'est très cool à découvrir et j'ai surtout hâte de voir où est-ce que ça va nous mener, parce que du coup on a compris que tous les deux ils ont un petit peu des facultés particulières et hors du commun, notamment Auriel qui a des visions, un petit peu des prémonitions, et Silence qui entend une voix dans sa tête. Alors, on comprend qu'il y a des petites choses bizarres qui se cachent derrière, et surtout depuis qu'ils sont arrivés dans leur nouvelle ville, eh bien les gens adorent Auriel, donc le garçon, mais par contre ils détestent Silence, et on ne sait pas vraiment pourquoi. On comprend en fait, nous en tant que lecteurs, qu'il y a a priori une malédiction qui plane sur elle, mais on n'en sait pas trop plus pour le moment, là où j'en suis, et j'ai très envie de savoir de quoi il en retourne, donc je vais continuer ça de ce pas pour pouvoir peut-être le terminer avant de manger, et puis je consacrerai le reste de ma soirée à écrire, je pense. J'ai terminé mon chapitre 21 de mon roman avant-hier, c'est la raison pour laquelle j'avais pris beaucoup de retard dans ma lecture de Rita. J'aurais voulu beaucoup plus avancer pendant mes vacances, mais malheureusement ça n'a pas été le cas, donc je vais essayer d'avancer ce soir, si j'arrive à terminer celui-là avant de manger et que j'ai encore du temps, du coup avant d'aller dormir. Bref, je vous laisse, je vous reprends quand je l'ai terminé, mais en tout cas pour le moment c'est une très très belle découverte et je suis très contente. J'ai été extrêmement productive aujourd'hui puisque j'ai lu 200 pages de Blackwater et que je viens de terminer ma lecture du jour qui faisait 377 pages. Je suis plutôt très fière de moi. Alors on est d'accord, j'ai pris des livres qui se lisent plutôt bien, mais quand même. Donc je viens de terminer Les Jumeaux Croche-Mort et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Surtout que par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, on a vraiment un mystère qui grossit au fur et à mesure de l'intrigue et on a un suspense qui grossit avec ce mystère. Et au fur et à mesure, on sent qu'on est de plus en plus embourbé dans ce mystère et dans ce marasme. Et je trouve qu'il y a vraiment un climax à la fin qui est très très bien maîtrisé de la part de l'autrice. Par contre, un cliffhanger pareil, ce n'est pas permis, Cassandra O'Donnell. Ce n'est pas permis. J'ai trop hâte d'avoir le tome 2. J'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance. Vraiment, si vous avez apprécié la série Netflix Wednesday, j'avoue que j'ai jamais regardé la famille Addams de base, donc je ne saurais pas dire si ça correspond aussi. Mais en tout cas, la série Netflix Wednesday, ça correspond tout à fait. Si vous avez aimé, vous risqueriez, je pense, d'aimer celui-là. Qu'est-ce qu'il y a, Clover ? Bah oui. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture qui ne prend pas le lectorat jeunesse pour un lectorat naïf et qu'il faut protéger de tout. C'est ça que tu veux, chouchou ? Tiens. Je donne ces friandises à Clover en même temps, sinon on va pas s'en sortir. Donc voilà, il y a des scènes qui sont vraiment un peu terrifiantes. Moi j'avoue que j'ai pas trop l'habitude de lire de l'horreur, donc même moi je me sentais un petit peu fébrile, on va dire. Donc je trouve que le suspense est vraiment très bien maîtrisé, la montée en puissance de ce mystère et de ce marasme, comme je vous disais, très maîtrisé aussi. La relation entre le frère et la sœur, je l'ai trouvée vraiment très très belle et on sent vraiment qu'ils comptent l'un pour l'autre, donc c'est très chouette. Voilà, c'était une trop bonne lecture, et encore une fois, si vous appréciez toutes les ambiances un peu gothiques, un peu horrifiques, je pense que vous pourrez tout à fait apprécier. Parce que franchement c'était très qualitatif, ça se lit tout seul, la plume de Cassandra O'Donnell est très fluide, donc pour le coup ça va que ça aide à le lire rapidement, mais qui plus est il y a ce suspense qui est vraiment maîtrisé et qui permet d'autant plus de le dévorer quoi. Donc franchement très belle lecture, je suis très contente, franchement je pense que c'est ma préférée depuis le début du challenge.
Il a réussi à me faire vivre des émotions, c'est-à-dire que je me suis vraiment sentie investie avec les personnages. À la fin, j'ai vraiment eu peur. La dernière scène, je l'ai trouvée vraiment terrifiante. Ça reste un roman jeunesse, hein, mais pour son public, je l'ai vraiment trouvée terrifiante. Donc franchement, je vous le recommande. Il y a Halloween qui approche et l'automne d'une façon générale. J'ai vu que le Pumpkin Autumn Challenge avait été annoncé aujourd'hui. Donc franchement, si vous cherchez un bouquin un petit peu horrifique, qui va traiter de différentes problématiques et qui va vous rappeler un petit peu l'ambiance de Wednesday, foncez. Voilà, je suis très contente de l'avoir découvert dans le cadre de ce challenge. C'était très chouette. Et du coup, et bien là, il est 20h29. Donc je vais aller me faire à manger. Trop contente de mes performances de lecture du jour. Une dernière chose à ce sujet, je pense que c'est un tome 1 donc qui est assez introductif, mine de rien, puisque à la fin de cet opus, on n'a pas du tout toutes les réponses. Pour le moment, on a des hypothèses, on a quelques bribes de réponses, mais clairement, je pense qu'on n'a pas encore compris toute l'étendue des informations qui sont encore à dévoiler dans les prochains tomes. Donc c'est un tome qui est assez introductif avec un énorme cliffhanger à la fin. Donc si vous avez peur que la sortie du tome 2 soit trop loin, je peux comprendre. Mais en tout cas, n'hésitez pas à le mettre dans votre liste de romans pour l'automne et pour la période d'Halloween, parce que vraiment c'est parfaitement indiqué. Hello, je vous retrouve, on est mardi, le 4 ? Non, le 5 septembre. Comme je vous ai pas pris hier, je suis un petit peu perdue dans les dates, là, à l'heure actuelle. Donc oui, je vous ai pas pris hier, puisque je sais pas du tout déjà combien de temps fait ce vlog, il faut que je commence à le monter aujourd'hui. Et comme j'avais pas grand chose à vous raconter hier, j'ai décidé de pas prendre la caméra. Surtout que ça a été un peu un fail hier. J'ai bien lu. Mais le soir j'avais un événement, j'ai repris l'orchestre là, je me suis inscrite dans un orchestre sur Rennes et il y avait la première répétition hier soir et en fait je pensais avoir le temps de terminer mon livre en rentrant de la répétition, puis au final, histoire d'assurer un petit peu la cohésion de groupe, ils ont décidé de décaler au pub après la répétition, comme c'était juste à côté de chez moi, même si je suis pas très fan de toute cette émulsion sociale, j'ai décidé quand même d'y aller histoire de m'intégrer un petit peu, donc je ne suis rentrée qu'à minuit et demi chez moi, et à minuit et demi, autant vous dire que je suis allée dormir immédiatement. J'en étais à la page 243 de ma lecture hier, il en faisait 380, je l'ai terminé ce matin, parce que là il est 11h30, donc j'ai consacré ma matinée à terminer ma lecture d'hier, c'est chose faite, donc je voulais vous en parler un petit peu, et puis du coup, si on considère que j'ai vraiment commencé le challenge mercredi avec London and Shay, le tome 1, même si je vous en ai pas parlé en vlog, puisque j'ai commencé le vlog que jeudi matin, c'est donc mon dernier jour de vlog aujourd'hui. Pour le 7ème, j'ai décidé que ce serait le tome 2 de Blackwater, comme ça j'avance quand même un petit peu dans la saga, et je pense que c'est ce tome 2 qui va déterminer si oui ou non je continue la saga, dans la mesure où je pense que j'ai déjà vu un petit peu de quoi il va en retourner dans cette saga, et je pense que c'est ce tome 2 qui va me donner potentiellement soit envie de continuer pour connaître la suite des aventures des personnages et continuer à être dans cette ambiance un petit peu particulière, ou alors si mon intérêt est trop modéré, peut-être que je ne continuerai pas, mais en tout cas j'aurai au moins lu les 2 premiers tomes pour voir un petit peu à quoi ça correspond. Et là du coup je vais vous parler du roman que j'ai terminé ce matin qui s'appelle Dans notre univers nous sommes infinis, qui a été écrit par Sarah Prinz. C'est une autrice allemande et je pense que c'est assez rare pour être mentionné, puisque je trouve que d'une façon générale dans le paysage young adulte francophone, on a assez peu souvent des traductions autres que de l'anglais ou de l'américain. Il y en a, mais pas énormément, et surtout pas beaucoup qui viennent de l'Allemagne, je trouve. J'ai lu les Kerstin Gier qui sont toute la trilogie Rouge Ruby et l'autre trilogie Silver, qui sont des très bonnes trilogies young adultes. Je dirais pas qu'on a une autre vision de la littérature ou de la société, parce qu'en réalité ça reste l'Allemagne. L'Allemagne reste
quand même un pays occidental et en termes de culture on va se rejoindre sur beaucoup d'aspects. Par contre du coup ça nous permet d'avoir un cadre géographique qui est différent des États-Unis et ça c'est quand même plutôt agréable. Alors dans ce livre, je vous le dis tout de suite, je vais parler là dans mon avis de plusieurs trigger warnings qui sont les trigger warnings de ce roman. C'est un roman qui parle de maladie, de deuil, de cancer en particulier, qui sont des thèmes donc très difficiles et qui sont traités de manière assez poussée, puisque dans ce roman on va suivre Ansel qui est un jeune garçon qui rêve de devenir médecin, sauf que lors de l'admission post-bac, il n'est pas tiré au sort, puisque dans certains pays ce sont les tirages au sort qui déterminent qui sont les étudiants qui pourront aller étudier dans telle ou telle filière, et il n'a pas été tiré au sort, donc il se voit dans l'obligation, entre guillemets, de réaliser un stage dans un hôpital et en particulier dans un service de soins intensifs. Donc au début de l'histoire, on découvre Ansel qui évolue dans son stage, qui aime beaucoup tout ce qu'il apprend et qui est vraiment en train de se construire une véritable vocation. Assez passionnant à découvrir d'une certaine manière, j'ai trouvé que tout l'aspect médical était assez captivant puisque l'autrice a vraiment poussé ses recherches et a proposé un livre assez crédible. Sauf qu'au début du roman, Ansel va rencontrer un jeune homme qui est hospitalisé au sein du service de soins intensifs. Ce jeune homme s'appelle Émile, c'est d'ailleurs le fils d'une grande neurochirurgienne de l'hôpital. Et Émile a une tumeur au cerveau et ses jours sont comptés. C'est su dès le début, ses jours sont comptés et ils savent qu'ils n'auront de toute façon pas beaucoup de temps avant que Émile s'en aille vers d'autres horizons. Malgré tout et malgré cette échéance qui arrive, ils vont tomber passionnément amoureux, ils vont vivre quelques semaines de grand amour. Ils vont notamment partir pour un road trip qui est un petit peu le road trip de la dernière chance pour Émile, le road trip qu'il a voulu faire toute sa vie et que Ansel va lui permettre en fait de réaliser. J'étais un petit peu sceptique sur cet aspect-là d'ailleurs en termes de road trip parce que je trouvais ça pas très crédible qu'un jeune homme qui soit atteint d'une tumeur cérébrale parvienne à réaliser un tel voyage, mais en fait l'autrice a réussi encore une fois à rajouter de la crédibilité derrière tout ça, tout ne se passe pas comme prévu. J'avais un petit peu peur en fait en me lançant dans ce roman parce que je trouve que il y a eu beaucoup à une époque de romans young adultes qui sont sortis sur le thème de la maladie. Et d'ailleurs il y a une vidéo très intéressante sur YouTube à ce sujet que je vous mettrai en barre d'infos, qui est une vidéo qui a été faite par Opaline, qui justement parle de tous ces romans qui avaient pour thème principal la maladie. Et j'avais un petit peu peur du coup que ce roman s'inscrive aussi dans cette mouvance-là, où dans ces romans-là on a souvent une romantisation de la maladie qui est assez malsaine. Donc j'avais peur de retrouver justement cet aspect-là dans ce roman, et pour moi ça n'a pas été le cas, dans la mesure où, encore une fois, c'est un roman qui est plutôt crédible d'un point de vue médical, c'est très poussé d'un point de vue médical, on ne met pas de côté ce qui se passe dans la vie d'Émile et dans son corps, c'est partie intégrante de l'intrigue, et clairement il n'y a pas une page où on ne parle pas de l'état de santé d'Émile et comment il se sent d'une façon générale lors du road trip ou quand il est encore à l'hôpital. Donc pour tous ceux qui avaient peut-être un petit peu peur justement de cet aspect-là, là c'est une romance qui est intrinsèquement liée à l'état de santé d'Émile et à l'amour qu'ils se portent tous les deux, évidemment. Et je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Je trouve qu'il casse des codes de la romance young adulte avec pour thème principal la maladie. Il y a une très très belle romance qui se met en place, même si à mon sens elle est un petit peu trop rapide, parce que je trouve que Émile et Ansel tombent peut-être un petit peu trop vite amoureux, mais en fait il y a une forme d'urgence dans ce roman, il y a une forme d'urgence due à l'échéance de la mort d'Émile, tout simplement, et de sa maladie. Donc je comprends en fait dans l'urgence du roman le besoin de l'autrice de mettre en place une relation coup de foudre en fait, quelque chose qui va se mettre en place de manière assez subite, de manière à ce qu'elle puisse du coup développer la relation quand même dans le reste du roman. C'est un roman qui parle de beaucoup de thèmes, forcément ça nous parle d'amour sous la plus simple forme, de manière plus générale ça nous parle aussi d'homosexualité forcément, mais je trouve qu'il y a aussi d'autres thèmes qui sont mis en valeur et qui permettent au roman d'avoir une profondeur que certains autres romans sur la même thématique n'ont pas forcément. Notamment, je trouve que les personnages ont des relations très intéressantes avec les autres personnes de leur entourage, notamment Émile, qui a une petite sœur et des parents absolument formidables. J'ai trouvé que la relation familiale était extrêmement bien dépeinte et assez merveilleuse. Du côté d'Ansel, il a une relation qui est un petit peu compliquée avec ses parents et son grand frère, mais au fur et à mesure du roman,
on a une évolution de cette relation et notamment un développement du personnage qui nous permet d'avoir une relation notamment avec son frère qui devient très très belle au fur et à mesure du récit. Avec ses parents, ça se résout aussi d'une certaine manière et j'ai trouvé que cette évolution était très belle et très bien retranscrite. On a aussi l'amitié qui est très présente dans ce roman puisque outre l'amour qui lie Hansel et Emile, ils sont aussi très amis en fait. Et puis Hansel a aussi 2 meilleurs amis qui vont être dans un passage de leur vie où finalement ils vont s'éloigner les uns des autres, et puis il va y avoir plein de questions qui vont se poser autour de ces 2 personnes qui ont beaucoup compté dans la vie d'Hansel. Et il y a plein de discussions hyper intéressantes justement sur le fait de grandir, de devenir adulte, et est-ce qu'on peut rester ami avec quelqu'un avec qui on a été ami pendant très longtemps en étant jeune, à l'âge adulte. Est-ce que c'est une transition qui est possible et dans quelle mesure? Donc voilà, je pense que c'est un roman qui a plein de choses à offrir, c'est une très très belle histoire, très triste, hein. Voilà, on va pas se mentir, c'est un petit peu le Adam Silvera et ils meurent tous les 2 à la fin. On sait, hein, on sait comment ça se termine. Mais je trouve que la beauté du livre réside vraiment dans l'évolution des personnages, dans les thématiques qui sont proposées, surtout dans la manière dont l'amour est dépeint tout au long du récit. Mais c'était important pour moi de faire un petit point sur ce roman parce que j'ai vraiment peur qu'il souffre de sa thématique principale puisque maintenant évidemment il y a plein de choses qui sont réécriées sur cette thématique-là autour des romans young adultes et je trouve qu'il arrive vraiment à se détacher de ces clichés-là et des critiques qu'on pouvait faire aux autres romans avec la même thématique principale. Donc je vous le recommande, hein, bien sûr, vous aurez compris que j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. Ça a été une très très belle découverte. Merci Marine d'ailleurs, puisque c'est elle qui l'avait lu et qui me l'avait chaudement recommandé. Donc merci. J'ai pas pleuré, j'ai pas été émue aux larmes, j'ai pas eu même les larmes aux yeux en fait, mais ça n'en reste pas moins une très très belle histoire qui mérite d'être découverte. Et je pense que voilà, vous gagnerez à rencontrer Hansel et Emile, qui sont vraiment des personnages très profonds, très beaux, et qui ont probablement plein de choses à vous apprendre et à vous transmettre. Je vais me mettre au montage de ce vlog puisqu'il promet d'être assez long, surtout que je vais essayer de faire un truc un peu sympa, qui change un petit peu d'habitude. Vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires. En tout cas, je vais essayer de m'atteler à ça. Je suis ingénieure. Ouais. J'ai tout défoncé. J'ai eu 17,15 dans mon PFE. Hello, bon je vous retrouve pour le dernier rush de ce vlog puisqu'il faut absolument que je termine de le monter. Vous l'avez compris, hier soir ça a été une soirée un petit peu particulière parce que j'ai eu mes dernières notes de toutes mes études, les dernières notes de mon dernier semestre et au-delà du fait que bon, j'ai validé ça, je m'en doutais parce que je savais que ça s'était bien passé, j'ai vraiment eu de très très bonnes notes sur mon tout dernier semestre. Ça n'a pas été facile ces dernières années, il y a eu plein de choses qui ont fait que j'étais pas toujours dans les meilleures conditions pour étudier et au final terminer comme ça, c'est fou. Voilà, je suis trop heureuse, je suis très très fière et j'avoue que du coup hier soir ça a été un petit peu la soirée bizarre dans laquelle j'ai forcément appelé beaucoup de personnes pour leur annoncer la nouvelle et j'étais dans un espèce de mood assez particulier. Donc pour vous refaire un petit peu topo sur ma journée d'hier, en fait je me suis mise à faire le montage de ce vlog vers 11h30 du matin et j'ai bossé dessus jusqu'à 18h30. J'ai mangé entre temps, je vous rassure. J'ai passé beaucoup de temps sur le vlog hier et après j'ai eu mes notes et après j'avais plus envie de lire ma dernière lecture d'une challenge. Vraiment j'étais plus du tout dans le mood pour avancer dans celui-là, je pensais à autre chose, j'étais pas très concentrée. Clover était très en demande d'attention en plus, donc j'avais pas du tout envie en fait de me lancer dedans et j'ai pas eu envie de me forcer. Donc j'ai pas lu un roman pour ma dernière journée mais j'ai quand même lu un livre. J'ai un peu triché parce que du coup je me suis fait un graphique hier soir, mais un graphique qui faisait quand même 130 pages. Donc mine de rien j'ai passé un petit peu de temps quand même dessus, entre 22h30 et 23h30. Je me suis lu Les vies de Charlie
Je pense qu'on peut appeler ça un roman graphique hein, avec cette taille-là. Donc je vais vous en parler un petit peu. Donc pour Blackwater, eh ben, écoutez, je vais le reprendre, hein, ce sera ma prochaine lecture, je vais quand même le lire. Mais j'avais pas envie de me mettre la pression hier soir pour le terminer rapidement, peut-être pas l'apprécier autant que je pourrais. Donc voilà, j'ai décidé de m'écouter et de ne pas continuer sur ma lancée de celui-ci, et de plutôt me tourner vers une lecture un peu plus facile, dans laquelle je pourrais plus facilement me plonger en termes de concentration et d'intérêt en fait pour l'histoire. Donc au sujet des vies de Charlie, c'est une belle bande dessinée, il y a plein de choses que j'ai beaucoup aimées, mais il m'a manqué quelque chose pour que ce soit une superbe lecture. En fait, je pense aussi que je l'ai peut-être lu un peu tard et un petit peu dans le rush pour terminer le vlog et que peut-être je l'ai pas apprécié autant que j'aurais pu, donc peut-être que je la relirai bientôt. Il y a déjà une chose que je trouve formidable avec cette bande dessinée, c'est le dessin. Donc je vais vous en montrer peut-être quelques planches pour que vous ayez une idée. Je vais vous montrer cette planche là. Vous voyez pas beaucoup, mais vous avez une idée. Il y a des traits qui sont pas forcément opaques. Et surtout, on a un traitement de la couleur qui est très intéressant. On a globalement plein de planches qui sont pratiquement en noir et blanc, ou alors dans les teintes gris, marron, mais jamais trop de couleurs assez vives, sauf justement quand l'histoire s'y prête, en fait. Vous comprendrez quand vous le lirez, mais il y a vraiment un traitement de la couleur que j'ai trouvé très intéressant. Globalement, dans cette histoire, on va suivre Charlie. On est dans un monde futuriste dans lequel y a un petit peu des intelligences et des horloges qui régulent les populations et surtout leur rythme de vie. À la Big Brother is watching you, ça m'a donné un peu cette vibe là. Donc on est pratiquement sur ce qu'on pourrait appeler une dystopie. Et Charlie travaille dans une entreprise dans laquelle il est très épanoui. Mais cette entreprise, c'est assez bizarre, mais elle travaille au recyclage des corps des défunts. Donc c'est très bizarre, dit comme ça, mais la manière dont c'est fait, c'est plutôt intéressant, puisque du coup, Charlie, en fait, il a pratiquement un service clientèle, il reçoit les appels, bon alors, votre mari est décédé, en quoi est-ce que vous voudriez qu'il soit transformé? Donc vous pouvez faire un bonsaï, une plante, une peluche, enfin voilà, il y a plein de trucs très très bizarres, mais c'est assez intéressant, je trouve, pour la réflexion qu'on peut avoir derrière. En tout cas, donc Charlie, il est très épanoui dans son travail. Il a été 38 fois le meilleur employé du mois, pendant 38 mois d'affilée. Voilà, c'est quelqu'un qui est très apprécié, jusqu'au jour où il va recevoir un appel de quelqu'un qui lui annonce du coup que son épouse est décédée. Et quand Charlie commence à discuter avec le mari, il comprend que ça va être une affaire un petit peu plus compliquée qu'il n'y paraît, et en particulier, donc cette femme avait un fils, et ce fils s'interroge sur l'âme de sa maman. Où est-ce que va l'âme? Parce que c'est bien beau d'avoir un recyclage du corps, mais l'enfant s'interroge sur l'endroit où a transité l'âme de sa mère. Bon, ça pose un peu une colle à Charlie, hein, il sait pas du tout comment se tirer de ce pétrin, donc il va essayer d'enquêter un petit peu pour savoir où transitent les âmes à partir du moment où une personne est décédée. Il va du coup s'engager dans une pente assez glissante, il va changer de métier, il va changer d'environnement de travail, il va aller côtoyer les enfers et le paradis, et surtout ça va lui permettre de se remémorer des choses qu'il avait oubliées, sans trop vous en dire, mais ça va l'amener à une histoire qui va complètement en fait chambouler son existence. Voilà, je pense que je vous ai résumé l'essentiel de ce que vous avez besoin de savoir avant de vous lancer. Moi j'étais très surprise globalement par cette histoire, je l'ai trouvée assez original. Je m'attendais pas du tout à ce type de récit, et j'avoue que sur la fin, un petit peu le plot twist, la révélation finale, m'a un petit peu désarçonnée. Je m'attendais pas du tout à ce qu'on aille sur cette pente là. C'est une belle histoire, et j'avoue que maintenant que je sais de quoi il en retourne, il faudrait que je la relise en ayant vraiment déjà toutes les clés en main dès le début de l'histoire. Il y a de la matière à lire dans cette histoire, et franchement j'ai passé un bon moment de lecture, mais encore une fois voilà, je pense qu'il faut qu'elle mature un petit peu dans mon esprit. Bref, donc c'était ma dernière lecture du challenge, donc j'ai un peu triché pour ce dernier jour de challenge, mais vous comprendrez bien qu'évidemment en ayant passé la majorité de ma journée sur le montage du vlog, et avec l'annonce qui m'a été transmise dans la soirée, évidemment ma dernière journée de vlog a été un petit peu
bousculé. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le titre qui vous tente le plus dans tous ceux que je vous ai présentés cette semaine, parce que du coup j'ai pu vous présenter pas mal de choses et je suis assez contente, ça a été assez varié aussi. N'hésitez pas aussi à me dire si vous les avez déjà lus, ce que vous en avez pensé. Là-dessus, je vais aller terminer le montage de la vidéo, me faire une petite cure en dehors de la lecture pendant quelques jours, parce que là du coup ça a été un petit peu intense. Et je vous retrouve très bientôt à bord de l'Arche des Brumes. Ciao!